table ronde en partenariat avec l'association La Voûte Nubienne et puis le GRS, partenariat Énergie 2050, sur la question des enjeux des constructions durables et bas carbone en Afrique. C'est une question qui est cruciale dans les réflexions sur les questions de changement climatique et puis d'adaptation, d'atténuation et de développement durable, parce que en Afrique, la croissance démographique et la croissance urbaine est extrêmement forte et très rapide. On attend d'ici 2050 2,4 milliards d'habitants sur le continent, dont 1,3 milliard qui seraient en ville. Évidemment, ça implique une augmentation du stock de bâtiments considérable, qui serait multiplié par 4 ou 5 d'ici à 2050. Alors que le bâtiment est au cœur des enjeux du changement climatique, puisque le bâtiment, c'est au niveau mondial environ un tiers de la consommation d'énergie, 50% de la consommation de l'électricité, et environ un cinquième des émissions de gaz à effet de serre, sachant que compte tenu des évolutions à venir, d'ici 2050, la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre issues des questions de bâtiment pourrait être multipliée par plus de 3. Et ce, bien sûr, dans un contexte, je parlais des villes tout à l'heure, parce que le bâtiment, évidemment, se raccroche à ce que nous on appelle l'environnement bâti, et donc en particulier les territoires que sont les villes, qui sont en pleine expansion en Afrique, dans tous les pays. Donc au cœur aussi de ces questions de bâtiment se trouve l'organisation du développement urbain, sachant que le contexte du développement urbain, qui est très mal contrôlé, est aussi couplé avec des problèmes de défaillance des marchés de l'énergie. On a encore 70% de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc, quelque part, d'un point de vue de la question climatique et l'efficacité énergétique dans le bâtiment, est un levier d'action qui devient prioritaire. En tous les cas, il est reconnu comme prioritaire par tous les acteurs, en particulier parce qu'il recèle un trésor en fait, d'opportunités à exploiter, qui sont aussi des opportunités de développement, à la fois dans le bâti neuf à venir et dans le bâti ancien qui existe, qui doit être adapté au climat. Nous, ce qu'on a fait en fait à Énergie 2050, juste avant cette COP, une des actions qu'on a menées, c'est d'accompagner 7 pays africains dans la préparation de leur CPDM. Et évidemment, chacun des 7 pays a bien identifié clairement que cette question du bâtiment était un sujet clé, en particulier dans le domaine de l'efficacité énergétique. Et comme en accompagnant, je dirais, les pays dans l'identification des options d'atténuation et d'adaptation, on est allé plus loin, ça fait partie de notre mandat, en analysant d'un point de vue socio-économique les co-bénéfices ou les risques qui vont avec les options. Et dans le bâtiment, c'est évident aussi que toutes les études et tout le monde s'accorde pour dire qu'on a un tas de co-bénéfices à la fois économiques et sociaux qui sont extrêmement importants. Et en plus, la question de l'adaptation est très très liée à la question de l'atténuation dans le cas du bâtiment. Alors je disais tout à l'heure que sur cette question du bâtiment, bien sûr, elle était au cœur des discussions pour l'accompagnement des pays que Énergie 2050 a fait pour les CPDM. Mais on est aussi actif dans le cadre de l'initiative Sustainable Building and Climate Initiative de l'UNEP. On a aussi l'occasion de rédiger un certain nombre de documents très techniques, notamment le guide technique du bâtiment durable en zone tropicale, de l'IFDD, je pense que vous connaissez. Et d'un point de vue vraiment là beaucoup plus pratique, on est aussi actif sur un certain nombre de projets comme celui-ci, le projet DD, où on accompagne des hôteliers dans une démarche, vers une démarche zéro énergie. Là, c'est audit énergétique, identification des solutions dans du bâti existant. Là, c'est un projet européen et nous, on est sur le sud de la France, donc on a des hôtels, de petits hôtels, parce que les grands hôtels sont déjà engagés, mais les petits, beaucoup moins, dans cette démarche.
Donc tout l'intérêt pour aussi cette table ronde, c'est d'échanger sur vos projets, puisque c'est ce dont les pays d'Afrique ont, des projets innovants qui répondent à la fois aux besoins des populations et aux enjeux climatiques et de développement durable. Donc maintenant je vais vous passer la parole pour que vous exposiez à la fois ce que vous faites ensemble et puis ce que font vos institutions dans le domaine. Alors d'abord peut-être la parole à Maris Preuss de la voûte nubienne, et puis ensuite à Christelle Olimé du GIRES, et on engagera une discussion ensemble. Maris ? Oui, donc merci. Donc la voûte nubienne justement s'attache à la problématique de l'habitat en Afrique de l'Ouest depuis 15 ans déjà. Elle propose une solution d'habitat, un habitat en terre qui n'utilise ni bois ni tôle dans des régions qui ont largement souffert de la déforestation dans la bande sahélo-soudanaise. Donc un habitat qui est adapté aux conditions environnementales, un habitat qui est adapté aussi à la culture architecturale. C'est un habitat en terre la construction en terre fait déjà partie de la culture de ces régions. La technique de la voûte nubienne est apparue en Égypte il y a plus de 3000 ans. Donc elle apporte en plus en Afrique de l'Ouest la solution de la voûte qui permet d'éviter d'avoir des toits en paille dans des zones largement désertifiées ou en tôle, dans des climats très chauds ou c'est une solution d'habitat très largement adaptée à ces pays. La méthodologie d'AVN est aussi parler de beaucoup d'opportunités de développement autour de l'habitat. La méthodologie d'AVN s'attache vraiment à cette question. AVN soutient la formation de maçons locaux à cette technique de construction pour la création d'une économie locale, d'un marché de la voûte nubienne, un marché qui utilise des matériaux locaux, une main-d'œuvre locale et pour une clientèle locale. Le cœur de cible d'AVN était la population agricole des pays de la bande sahélo-soudanaise. Ces trois éléments ensemble créent vraiment une solution de développement couplée à une solution d'habitat durable. Pardon ? Non, je disais finalement ça va au-delà, parce que moi j'ai parlé des villes, de l'environnement bâti, mais on sait très bien que les villes grossissent à des vitesses grand V, pas uniquement du fait de la croissance de la population, mais aussi des migrations internes au pays, c'est-à-dire des gens qui viennent des campagnes dans les villes pour X raisons, mais c'est sûr qu'un habitat adapté dans les campagnes, c'est forcément un facteur limitant de migration. Oui, absolument. L'habitat est meilleur, est plus salubre, il est plus frais que par exemple la tôle. Et également le fait de développer une activité économique, un emploi, permet de limiter l'exode rural pour des populations qui, en saison des pluies, vivent de l'agriculture, en saison sèche, vivent de la construction dans ces zones rurales. Donc on diminue le besoin de se tourner vers la ville pour trouver de l'emploi. Si en plus on ajoute à ça des partenariats comme celui avec le GIRES, on ajoute aussi une solution d'énergie autour de l'habitat qui vraiment permet de donner une solution complète à cette question. Bonjour, merci de cette jolie transition. Le GIRES est une ONG de développement qui a été créée en 1976 et qui a une approche spécifique du développement par la question énergétique. Développement des énergies renouvelables, accès à l'énergie et efficacité énergétique, donc également lutte contre la précarité énergétique dans nos contrées du Nord, dit Nord. Donc le GIRES, c'est 230 personnes, 58 projets en 2014 sur 19 pays. On a
général la même approche, on partage avec la voûte nubienne cette approche d'identification des besoins locaux, d'abord de technologies appropriées, mais qui peuvent s'inspirer également de ce qui existe localement. On travaillait sur des diagnostics fins de besoins et de ressources locales. Et la vision du GRS, c'est qu'il n'y a pas de développement sans énergie, hein, et il n'y a pas de développement soutenable sans énergie durable. Donc le projet qu'on veut vous présenter, qui a été travaillé en partenariat avec la voûte nubienne, c'est un projet qui n'est pas dans les villes. Le GRS travaille dans les villes, hein. On a des techniques on travaille beaucoup sur des projets de bioclimatisme. On a une diffusion assez massive à grande échelle de techniques bioclimatiques, notamment des technologies solaires passives, qui font appel à l'énergie solaire sans matériaux photovoltaïques dans des villes qui sont en explosion, comme Kaboul en Afghanistan. Mais on n'a pas travaillé en Afrique de l'Ouest, on travaille sur l'accès à l'énergie et l'électrification rurale. On n'a pas travaillé sur le bâtiment et le fait que la voûte nubienne est déjà bien avancée sur des techniques bioclimatiques adaptées à ces pays-là et à ces climats-là, on est sur des climats froids d'Asie centrale, était intéressant. Le projet, en plus, c'est une application intéressante pour les deux organisations dans la mesure où on a pu faire appel à ce que cette méthodologie que nous défendons chacun de notre côté et qu'on a en partage, qui est de développer des filières. C'est une approche filière, une approche marché, avec une solution qui est intéressante pour les populations, peut avoir des débouchés et donc de la professionnalisation d'une filière et qui va, le fait qu'elle intègre un marché qui soit adapté aux populations et accessible aux populations qui en ont plus besoin, va permettre de pérenniser ces solutions et de pérenniser ces modèles de développement qui sont construits localement. Donc au GRS, là, le projet était un projet qui venait répondre à une question d'accès à l'énergie. Il s'agit d'une zone d'activité électrifiée, donc qui va aussi au-delà de l'habitat. C'était aussi intéressant dans ce partenariat, c'était de sortir, de profiter de technologies, de professionnels formés par la voûte nubienne sur une technologie appropriée, on avait appelé ça en un temps, mais voilà, de solutions adaptées, à sortir de l'habitat pour l'appliquer à un bâtiment. La zone d'activité électrifiée, c'est une infrastructure qui est vouée à des entrepreneurs, à des petits entrepreneurs locaux, sur une zone qui est la zone de Conseguela, dans la région de Koutiala de Sikasso au Mali, où il n'y a pas de projet d'électrification avant des décennies. Donc l'idée, c'était de travailler sur un accès à l'énergie productive. Beaucoup de programmes de développement travaillent sur l'accès à l'énergie domestique, s'éclairer le soir, faire fonctionner quelques équipements essentiels et minimum pour l'énergie domestique. Mais au GRS, on a une approche qui est de dire que l'accès à l'énergie, il est durable s'il amène de la valeur ajoutée locale. C'est-à-dire que l'énergie productive, donner la capacité aux petits entrepreneurs d'avoir accès à l'énergie pour développer des activités économiques, c'est pérenniser et garantir également l'accès à l'énergie domestique. Et donc la zone d'activité électrifiée, c'était comment apporter l'électricité à des petits entrepreneurs locaux pour qu'ils puissent développer leurs activités. Et donc on a fait appel, parce que accès à l'énergie, l'important c'était de pouvoir dimensionner cette zone au niveau énergétique, de pouvoir dimensionner cette zone au plus près. On travaille beaucoup sur l'accessibilité, il faut que les loyers soient accessibles, il faut que l'accès à l'énergie que les entrepreneurs vont payer, l'accès à l'électricité soit accessible, et donc l'efficacité énergétique dans le bâtiment est essentielle. Si on a besoin de climatisation, s'il n'y a pas un confort pour travailler efficacement, on ne va pas être dans un produit accessible aux personnes qui vont en être les usagers, les clients. Et donc faire appel à la voûte nubienne sur ce chantier de bâtiment public, c'était très intéressant parce que ça permettait également d'apporter un confort certain. Il fait très frais, enfin les interviews sont assez intéressantes. Les gens disaient quand on rentre, c'est un autre climat quand on rentre dans un bâtiment de la voûte nubienne. Donc on a là un espace de travail complètement adapté et confortable pour développer l'entrepreneuriat local et qui va permettre de minimiser le coût de revient de cette structure-là. Donc, ce qui était également très intéressant dans la zone de Koutiala, c'était que c'est un projet qui a été, la ZAE qui a eu des financements internationaux qui sont très
exigeant en termes de standards et de sélection de prestataires, il fallait là passer par un prestataire public avec un prestataire privé mais avec certains standards qui n'étaient pas exactement ceux de tous les filières des maçons locaux. Et donc faire travailler un architecte voûte-nubienne et un maçon voûte-nubienne dans le cadre d'un chantier avec un entrepreneur qui ne connaissait pas du tout cette technique, je pense que c'était aussi un pas très intéressant et un passage d'échelle assez intéressant pour aller sur un autre domaine que l'habitat et un autre domaine qu'une petite filière locale, et de réussir à faire entrer cette technique et cette technologie et ces savoir-faire qui ont été transmis de façon pérenne dans d'autres champs d'application économique. En fait, un élargissement du domaine d'action de la filière. Et voilà. En fait, le dernier commentaire que vous venez de faire commence à répondre à une question que je me posais en vous écoutant toutes les deux. À savoir, dans ces beaux projets que vous décrivez, à la fois pour la construction, pour l'énergie et l'association des deux dans le cadre de votre partenariat, ma question que j'avais en tête, c'était quelles sont les principales difficultés, ou en tout cas les difficultés les plus importantes que vous avez rencontrées, et comment quelles solutions vous avez apportées pour dépasser ces difficultés. Et donc c'est pour ça que je disais, la dernière remarque que vous faites commence à répondre à cette question, parce que ces discussions entre différents corps de métier qui ne sont pas issus du tout de la même sphère, oui, j'imaginais que ça faisait effectivement partie des difficultés rencontrées. Et en plus, la question du financement aussi fait partie probablement des difficultés qui se posent de toute façon quand on met en œuvre ce genre de projet. Alors, moi, j'étais pas sur le terrain. Ce que je peux vous dire, c'est que les difficultés qu'on va rencontrer sur la mise en œuvre de tels projets sont des difficultés, en tout cas des aspects qui sont effectivement complexes, qui sont aussi des partenariats. Mais le fait que là, on soit sur deux approches qui sont marchées, c'est-à-dire que l'architecte voûte-nubienne, les personnes qui ont été contractées sont des prestataires qui ont maintenant leur technique et qui commercialisent, qui peuvent aujourd'hui, les gens qui ont été formés par la voûte-nubienne vivent de cela, c'est-à-dire que c'est une prestation. Et après, les difficultés sont plus d'ordre technique, c'est-à-dire comment l'entrepreneur accepte je sais, j'ai eu des échos c'est là où ça n'a pas été nécessairement évident, mais comment l'entrepreneur qui a l'habitude d'avoir ses chantiers, etc., accepte de travailler sur la construction de la tente que constitue celle de fabriquer des briques de terre, etc. Mais le résultat est assez impressionnant. Et comme il s'agit vraiment de faire travailler des entrepreneurs ensemble, les personnels voûte-nubienne qui est formé sont des professionnels du bâtiment aujourd'hui locaux, c'est de faire travailler des professionnels ensemble sur des projets innovants. La zone en est un, le bioclimatisme pour l'infrastructure en est un autre, mais voilà, après je parlais des difficultés liées au partenariat, parce que des projets comme ça sont nouveaux, et de la même manière que la gouvernance de cette zone est complexe à mettre en œuvre, avec un terrain qui appartient à la commune, des bâtiments qui à terme vont être retransférés à la commune, mais un opérateur qui va gérer le fonctionnement. Enfin, voilà, je pense plus que c'est la question de la complexité de l'agencement des partenariats qu'on va retrouver dans la plupart des projets, j'allais dire de développement, mais je pense que dans tout projet qui lie des êtres humains ensemble. Il n'y a pas eu de difficultés, il y a eu quelques aménagements techniques par rapport à des besoins spécifiques, mais voilà, je n'ai pas eu vent de difficultés insurmontables. Bon, c'est bien. Pour la voûte-nubienne, vous vouliez rajouter quelque chose Combien vous avez combien à ce jour, on sait combien il y a d'habitations qui ont été réalisées selon cette technique Oui, combien de gens vivent dedans? Et est-ce que le développement de la... C'est parce que c'est une filière maintenant, c'est clair. C'est ce qu'on cherche. C'est une filière. S'il y a déjà des architectes, oui, des artisans maçons qui sont formés, on est et donc les perspectives, est-ce que vous savez déjà des perspectives de développement de cette filière à l'avenir? Oui. Donc AVN est présente en Afrique de l'Ouest depuis 2000. Elle a commencé au Burkina Faso, maintenant elle est présente sur 5 pays.
On compte aujourd'hui 1500 chantiers construits sur les 5 pays. Que je vous dise pas de bêtises sur les chiffres, je n'ai pas une tête à chiffres. Notamment, je les avais en tête tout à l'heure. Voilà, oui, donc j'avais 380 en tête, je voulais être sûre. Donc 380 maçons formés et 300 apprentis encore en formation. Et 20 000 bénéficiaires directs, c'est-à-dire ceux qui habitent une voûte nubienne ou ceux qui vivent du métier de la construction de la voûte nubienne, donc les maçons, les apprentis, leurs familles. Donc AVN a une croissance de 30% annuelle de son programme, ce qui lui a permis de passer d'un pays à 5 pays, et les projections sur 2040-2050 sont assez immenses. On souhaite atteindre plus de 50 000 chantiers bâtis et plusieurs dizaines de milliers de maçons formés. Donc vraiment une vraie filière, elle existe déjà. Notre problème maintenant, c'est de la densifier le marché de la voûte nubienne pour que chaque maçon ait accès à un marché localement dans un rayon de 40-50 km pour qu'il puisse se déplacer à pied, à vélo, en camionnette et accéder à des chantiers. Donc vraiment les objectifs maintenant pour AVN, c'est de densifier ce marché. On constate qu'on a plus de demandes que d'offres en ce moment. La dissémination du concept a très bien marché. Les populations sont vraiment convaincues de la valeur d'une voûte nubienne. On a besoin maintenant de renforcer la formation des maçons, leur accès à un entrepreneuriat, à des méthodes d'entrepreneuriat qui leur permettra de mieux vivre de cette activité, de l'étendre, d'embaucher des apprentis, d'autres maçons, vraiment accompagner cette croissance et si possible dépasser la croissance de 30%, atteindre 40%, pourquoi pas. D'accord, ok. Et donc parce que quand votre association avec le GRS, en fait, c'était dans le cadre de, vous disiez, le GRS, la vision du GRS, c'est d'apporter l'énergie d'abord à des activités productives à valeur ajoutée. Parce que selon vous, c'est ce qui entraînera après ou par la suite ou en parallèle l'accès à l'énergie dans les foyers. La voûte nubienne travaille sur des bâtiments d'habitation uniquement ou aussi des bâtiments, j'allais dire industriels, mais peut-être pas industriels, mais en tous les cas à vocation professionnelle? Absolument. Alors à la base, la voûte nubienne s'attachait à l'habitat rural, donc des maisons pour les populations rurales. Et doucement, elle s'est ouverte à d'autres types de construction. On a maintenant des centres de santé, des bâtiments éducatifs, des salles de classe, des salles d'alphabétisation, des églises, des mosquées, des centres communautaires, le centre d'activité, des bâtiments agricoles, des bâtiments de stockage par exemple. Donc la technique de la voûte nubienne est très modulable, donc peut s'adapter à toutes sortes d'utilisation. On s'est ouvert aussi à un habitat urbain ou périurbain. On peut ajouter un étage, on peut s'étendre en largeur de façon assez conséquente, simplement en additionnant les voûtes, en les collant les unes aux autres et en faisant des ouvertures à l'intérieur. Donc oui, on peut s'ouvrir. Et là, grâce à ça, effectivement, on renforce cette notion de développement par l'économie, par le travail, par le marché. Donc on offre plus d'emplois aux maçons et pour les commerçants, les agriculteurs, les écoles, les centres de santé, on leur permet aussi d'accéder à une structure qui leur permet de mieux travailler, de réduire aussi leurs coûts en habitat. Je veux bien préciser sur l'approche de l'énergie productive.
En fait, l'idée, c'est, oui, de dire que si l'accès à l'énergie est donné aux entrepreneurs, il y a une valeur ajoutée locale qui va permettre de renforcer les conditions de vie des personnes et leur pouvoir économique pour avoir accès à l'énergie domestique. Mais au-delà de cela, le problème de l'électrification rurale, c'est qu'il est difficile à s'installer parce qu'il s'attache, si on ne vise que l'énergie domestique, on vise des populations qui sont peu solvables, où l'accès reste à un coût assez important, et des sociétés de services décentralisés vont aller moins vite à déployer leur offre lorsque le retour sur investissement est relativement faible. Si même sur là on parle de zones qui ne sera pas raccordées au réseau, mais même sur les zones qui sont raccordées au réseau, si on arrive, et c'est un projet que nous avons en cours, à faire que l'électrification rurale vise ces entrepreneurs qui, eux, sont solvables parce que ils vont retirer une valeur de cette électricité qu'ils vont payer, ça va permettre aussi au réseau d'électrification rurale d'avoir une assise économique qui peut accélérer leur déploiement. Ça, c'est important. Que la seule énergie domestique ne permet pas à l'offre de se diffuser, à l'offre en énergie de se diffuser comme il le faut, enfin, au rythme qui est nécessaire aux besoins des populations. Bien, je crois qu'il me reste à vous remercier d'avoir partagé avec nous cette expérience sur le stand de l'énergie 2050. Merci de nous avoir invités à la présenter. Et puis en vous souhaitant tout le développement que vous planifiez à l'avenir et tous les partenariats possibles pour associer à la démarche de la